tous les mardis, et en l'occurrence, aujourd'hui, sur un sujet de principe et un sujet international, mais qui trouve un écho direct en France. D'abord, la une de Franc-Tireur. Et Caroline, directrice de la rédaction de Franc-Tireur, Abaya finit la récré avec le témoignage de cette professeure de lycée que vous aviez rencontrée. Vous nous aviez raconté cette rencontre. Exactement, je vous en avais parlé la semaine dernière. C'est la première professeure qui a été confrontée à une crise des abayas dans son lycée à Saint-Ouen. Et là, elle nous raconte exactement ce qui se passe depuis 12 ans, en raison de l'inaction. Et je peux vous dire qu'elle est assez heureuse que la règle soit clarifiée enfin. Ces dernières semaines, en juillet, des Corans ont été brûlés sur la place publique. Oui, des Corans ont été brûlés sur la place publique en Suède, à 2 reprises. Donc à la fin du mois de juillet, quelques jours plus tard, alors provoquant des manifestations sur place, provoquant aussi des protestations et d'autres manifestations assez virulentes en Irak, des menaces aussi sur le pays. Et puis, dans le même temps, ça s'est reproduit dimanche dernier, je le signale, en Suède. Dans le même temps, et c'était fin juillet, ça s'est produit également au Danemark. Au Danemark, où là, ce sont des militants d'extrême droite qui ont brûlé le Coran devant l'ambassade d'Irak à Copenhague. Et dans la foulée, le Danemark, inquiet des menaces et pour des motifs, dit-il, de sécurité, a décidé, a annoncé qu'une loi allait passer pour interdire les autodafés de Coran. En clair, c'est une forme de blasphème qui sera désormais interdite, alors que le blasphème a été supprimé au Danemark, comme dans beaucoup de ces pays, comme dans beaucoup de pays européens, il y a 200, 300, 400 ans. Alors le délit de blasphème, il a été supprimé récemment, mais il était instauré depuis des siècles, effectivement. Alors évidemment, il y a un cas de conscience. Le Danemark invoque des motifs de sécurité publique, et évidemment, brûler le Coran, ça peut susciter du mépris, ça peut susciter de la consternation. Mais faut-il répondre de cette manière? Là, on est dans la question de principe, Caroline. On est dans la question de principe, David, mais on est aussi dans la question de contexte et d'intention, parce que ces affaires sont infiniment complexes pour essayer de démêler si nous sommes devant effectivement des actes de blasphème ou devant des actes d'incitation à la haine. Ce qui est vrai, ce que vous avez dit, c'est que la conséquence directe, c'est un recul inouï dans une démocratie moderne comme le Danemark, puisqu'on va rétablir un délit, le délit de blasphème, spécifiquement pour protéger un livre, le Coran, au nom du fait que c'est un livre sacré. Et ça, c'est quand même réveiller une législation qui n'a plus sa place dans des démocraties modernes. C'est une façon de considérer qu'un livre est plus sacré que d'autres, alors que, encore une fois, ces démocraties s'étaient débarrassées de ce genre de perspective. Mais vous allez voir, c'est même assez récent. En fait, le délit de blasphème, qui, pour le Danemark, court depuis le Moyen-Âge, mais en fait a été vraiment mis dans le code pénal par l'article 140 en 1866, a couru jusqu'à très récemment, et en fait ce n'est qu'il y a 6 ans que le Danemark avait décidé de l'abolir dans la suite de l'affaire des caricatures. C'est-à-dire qu'à la suite de l'affaire des caricatures, parce que beaucoup de gens sont morts, on y reviendra, pour défendre la liberté d'expression, la liberté de dessiner Mahomet ou de critiquer l'intégrisme religieux, eh bien, il y avait fini par avoir un consensus pour retirer ce délit de blasphème du code pénal. Parce qu'il faut se souvenir, pardon, je vous interromps, qu'au départ, Charlie Hebdo reproduit des caricatures publiées au Danemark. Autrement dit, au Danemark, ce débat-là est très vif. Et ce qui est très triste, c'est qu'en fait, ces Corans brûlés, dans des circonstances sur lesquelles je veux revenir parce qu'elles sont importantes, provoque le retour d'un délit de blasphème que le courage de dessinateurs et danois et français avaient réussi à faire retirer du code pénal, alors que vous allez voir que les deux intentions sont très 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 différentes. Même si on peut parler de blasphème dans les deux cas, c'est pas exactement la même intention. En l'occurrence, effectivement, vous l'avez rappelé, quand Charlie Hebdo a publié des caricatures sur Mahomet, c'était tout simplement en solidarité avec des dessinateurs danois qui eux-mêmes ne faisaient que se défendre, qui n'étaient pas à l'offensive. Ils étaient en train d'essayer de lutter contre l'autocensure dans leur pays, parce qu'un illustrateur d'un album dessiné sur la vie de Mahomet, qui voulait raconter positivement la vie de Mahomet aux jeunes générations, n'avait pas trouvé de dessinateur par peur de mourir, comme Theo van Gogh aux Pays-Bas, comme tous ceux qui avaient essayé de raconter l'histoire de Mahomet. Et du coup, c'était de la défense, c'était de la solidarité, c'était l'exercice tout simplement du droit à la caricature, du droit de la presse, de façon à rire de ce qui nous fait peur, et pas du tout une incitation à la haine, pas du tout. D'ailleurs, les tribunaux l'ont jugé. Et donc,
le Danemark, au début, a eu très peur de ces dessins, n'a d'ailleurs pas en retour publié les dessins de Charlie quand Charlie a payé le prix du sang pour avoir été en solidarité avec les dessinateurs danois. Mais l'issue de tout ça, c'était au moins qu'une liberté avait tenu, la liberté d'expression, la liberté de la presse, et que le délit de blasphème était sorti du code pénal. Quelques années plus tard, on se retrouve avec ces autodafés, David, qui convoquent pas exactement la même histoire et qui convoquent pas exactement la même mémoire. Brûler des livres, c'est toujours quand même un acte qui rappelle de mauvaises mémoires, qui rappelle évidemment les autodafés nazis, par exemple, quand les nazis ont brûlé des livres qu'ils jugeaient cosmopolites, qu'ils jugeaient juifs. Donc on a tendance. C'est un acte de violence. C'est un acte où c'est pas dessiné, c'est pas rire, c'est pas caricaturé, c'est brûler. Mais même l'acte de brûler, ça reste très compliqué pour essayer d'en juger, de juger de son intention, parce que vous avez ceux qui brûlent les livres comme les nazis, ou plus récemment, et je ne les mets pas sur le même plan, mais vous avez aussi des universités plutôt woke dans les pays anglo-saxons qui ont brûlé des livres devant des enfants pour expliquer qu'il fallait plus lire ça. Mais vous avez aussi des foules qui ont brûlé, pendant l'affaire des caricatures justement de Mahomet, qui ont brûlé des drapeaux. On voit souvent des scènes de gens qui brûlent soit des drapeaux israéliens, là en l'occurrence. Pendant l'affaire des caricatures, on va voir les images, on voyait des foules qui brûlaient, ça c'est aujourd'hui, mais qui pendant l'affaire des caricatures de Mahomet brûlaient des drapeaux danois, brûlaient des drapeaux suédois, justement, des foules qui étaient dirigées en Iran et en Syrie devant les ambassades. Ça, c'était pas, si vous voulez, du blasphème, c'était de la pure incitation à la haine, parce que quand on brûle un drapeau, qu'on le piétine, là on voit ceux qui piétinent, c'était pour dire, on va vous le faire payer, c'est une forme de déclaration de guerre. Vous avez fait un dessin, nous, on viendra s'en prendre à tout votre pays. Et quand on brûle un drapeau, ça veut dire ça. Mais il y a aussi des cas où brûler ne veut pas dire incitation à la haine. On pense, par exemple, en ce moment, en Iran, à des filles qui brûlent leur voile. Quand des femmes brûlent leur voile, ça rappelle plutôt là la mémoire. Alors on ne sait pas si c'est pas un mythe et si ça a existé, mais des féministes qui brûlaient leur soutien-gorge dans les années 70. On a même parlé d'égyptiennes qui brûlaient leur voile dans les années 20-30. Donc si vous voulez, là, c'est un feu de joie, c'est un feu de libération et c'est pas un feu de haine. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est ces autodafés en Suède et au Danemark, est-ce que ce sont des feux de haine ou des feux de libération ? La réponse est pas simple, vous allez voir, parce que si on s'intéresse au cas, par exemple, de Salwan Momika, qu'on voit à l'image, qui est ce réfugié irakien, réfugié dans les pays nordiques, alors qu'il a fui l'Irak. En Irak, il a manifesté contre la corruption, et ça a été très violemment réprimé par les autorités irakiennes. C'est pour ça qu'il s'est enfui, qu'il est réfugié aujourd'hui, notamment, là on le voit en Suède faire son action. Mais c'est aussi un personnage qui, donc lui, dit dans son intention quelque chose qui est effectivement très blasphématoire. Il dit, moi je brûle le Coran parce que je veux que les gens prennent conscience que c'est un livre aussi dangereux que l'arme nucléaire, que c'est un livre de haine, justement, et tant qu'on ne l'interdira pas, ou qu'on n'interdira pas les passages qui incitent au meurtre ou à la haine du Coran, eh bien je ferai ces actions symboliques. Donc là, on peut se dire que dans ses intentions, oui, ce sont des intentions blasphématoires plutôt émancipatrices, qu'a priori, c'est pour ça d'ailleurs au début qu'il a souvent été autorisé, et que ces actions étaient difficilement... il était difficile de les interdire sans porter une vraie atteinte à la liberté d'expression. Ce qui est un peu compliqué, c'est que Salwan Momika, moi j'ai connu beaucoup, David, d'athées de culture musulmane qui avaient envie de faire ce genre d'action. Et je peux même vous dire, ça le grand public ne le sait pas, qu'en France, je connais un athée de culture musulmane qui voulait faire une action comme celle-ci, brûler un Coran pour dire ce que lui avait vécu dans sa chair à cause de la religion. Mais il était de culture musulmane, et il se trouve que des laïcs et des amis de Charlie Hebdo l'ont dissuadé de le faire. Parce que justement, Charlie Hebdo exprimait ça autrement, par le dessin, par le rire, par une autre liberté, et qu'on n'avait pas besoin de brûler un Coran pour exprimer ça. Mais même cet ami auquel je pense, ou même cet homme auquel je pense, c'était quelqu'un qui était de culture musulmane, et qui voulait dire en brûlant un Coran, moi je veux me libérer de quelque chose qui a failli brûler ma vie. Dans le cas de Salwan Momika, c'est un peu plus compliqué. Il est de culture musulmane. Non, il est de culture araméenne chrétienne, visiblement. C'est un peu différent. Vous voyez, quand vous êtes d'une autre religion et que vous brûlez le livre sacré d'une autre religion, c'est moins un acte d'émancipation qu'un message envoyé à l'autre religion, même si vous vous dites athée. Lui, il se dit athée. En plus, il est très proche de l'extrême droite. Il est très proche des démocrates suédois, le parti d'extrême droite de Suède, dont il pense qu'il est le meilleur représentant de la liberté en Suède. Ça ajoute à l'idée qu'on est plutôt sur le feu de haine que le feu de joie.
Mais alors, il y a un autre exemple, et ça va nous ramener à la Russie, ça va intéresser nos spécialistes ici de la Russie, parce qu'il y a un sous-chapitre à cette histoire qui est très intéressante par rapport à la guerre que vous décortiquez si bien ici tous les soirs. C'est que, une fois que lui a lancé le mouvement, vous l'avez dit David, ça a été repris par d'autres groupes au Danemark et en Suède, et notamment par un homme en Suède qui s'appelle, lui, Rasmus Paludan. Alors lui, il n'est pas de culture musulmane, il n'y a aucun doute là-dessus, ni originaire du Moyen-Orient, on le voit à l'image, Rasmus Paludan, c'est un Suédois d'extrême droite, c'est un homme politique habitué aux provocations anti-islam, qui là tient le Coran, qu'on ne voit pas, on pourrait le voir, mais on ne le voit pas, qui brûle, il a même mis des tranches de jambon à l'intérieur, comme le faisait aussi le réfugié irakien dont on a parlé juste avant, et lui, il fait son acte, il le fait pas n'importe où, il le fait pas loin de l'ambassade de Turquie. Vous pouvez vous demander pourquoi. Là, il y a un contexte si intéressant à connaître. C'est qu'à ce moment-là, au moment où il fait sa provocation, on est exactement à l'époque, donc c'est tout récent, où la Suède et la Finlande, à cause de l'invasion en Ukraine, ont décidé de rejoindre l'OTAN. Et pour qu'ils rejoignent l'OTAN, ces deux pays sont en campagne. Et il y a un pays dont ils ont vraiment besoin, un pays qui peut les soutenir ou pas pour rejoindre l'OTAN, c'est la Turquie. Et comme par hasard, suite à cet acte, d'ailleurs, brûler un Coran pas trop loin de l'ambassade de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, d'ailleurs, alors qu'il y avait des pourparlers en cours, a tout arrêté, a dit « Attendez, moi, les pays qui soutiennent les gens qui brûlent des Corans, j'ai rien à leur dire, je ne soutiendrai pas l'entrée de la Suède dans l'OTAN. » Tout bénéfice pour la Russie. Tout bénéfice pour la Russie. Alors, est-ce qu'elle a joué un rôle plus actif que ça ? Il se trouve que cet homme, sa manifestation a été déposée, payée par un journaliste, un ancien journaliste de Russia Today, proche de la Russie. Le sentiment qu'ont la Finlande et les autorités suédoises, c'est que la Russie, au minimum, on ne peut pas aller plus loin, mais au minimum, a beaucoup amplifié cet acte avec tous ses réseaux de désinformation, ses bots, ses trolls, a fait beaucoup pour que cet acte soit bien vu, notamment par la Turquie, et même le ministre de la Défense civile suédois, on va le voir, a été plus clair que ça. Lui, il a l'intime conviction que la Russie a soufflé sur les braises de ce feu-là, de façon tout à fait intentionnelle. Voilà. Il dit « Les acteurs soutenus par la Russie amplifient des déclarations incorrectes, comme celle selon laquelle l'État suédois est derrière la profanation des Écritures saintes. » Alors il va un peu loin, il va jusqu'à parler d'Écritures saintes, c'est pour vous dire à quel point ils sont tendus. Mais du coup, comme il y a toute cette désinformation qui laisse penser que l'État suédois serait carrément derrière le fait de brûler des Corans, alors qu'en fait c'est des militants plutôt d'extrême droite, dont un plutôt proche de la Russie, eh bien ça a clairement compliqué les négociations pour l'entrée dans l'OTAN. Et ça explique un peu peut-être à quel point ces pays, et en l'occurrence le Danemark, se précipitent pour rétablir le délit de blasphème, pour rétablir la sécurité, le contrôle de ces actions, en ayant vraiment très peur de remonter dans la liste des cibles des attentats. Mais le problème, David, c'est que du point de vue de la liberté d'expression et des principes, malgré tout ce que je viens de vous dire, eh bien le recul demeure. Donc si je vous résume, vous dites, certains de ces autodafés peuvent choquer. Ah oui. On peut les trouver stupides, on peut les trouver inutilement provocateurs, on peut les trouver agressifs. Et certains sont même haineux. Haineux, mais pour autant, ne sacrifions pas un principe qui ne peut pas être à géométrie variable. Ben, ce qui est terrible, c'est que si on les jugeait pour incitation à la haine, comme il existe une législation chez nous pour incitation à la haine, on pourrait dire tout ce que je viens de vous dire et faire la différence avec les caricatures de Charlie Hebdo sur Mahomet, avec des actes d'athées de culture musulmane qui cherchent au contraire à juste manifester vraiment leur droit au blasphème. Mais à partir du moment où on rétablit une législation, on va peut-être avoir le texte de ce qu'elle dit aujourd'hui, cette nouvelle législation. C'est pas exactement le même texte que 1866. Enfin, c'est pas très loin. Qu'est-ce que va dire la loi ? Elle interdit désormais le traitement inapproprié d'objets ayant une signification religieuse importante pour une communauté religieuse. Et on peut aller jusqu'à 2 ans de prison. C'est quand même dire que si vous avez des objets sacrés pour une communauté religieuse, ils sont au-dessus de la liberté d'expression, alors que si vous brûlez un livre, moi, il y a des livres auxquels je tiens beaucoup, et beaucoup plus que les livres religieux. Je ne sais pas, si vous brûlez des livres de Zola, par exemple, je pense que je vais être extrêmement choquée, extrêmement offensée. Mais par contre, si vous brûlez un livre de Zola, c'est permis, ça ne tombe pas sous le coup de la loi, vous ne risquez pas de prison. Mais si vous brûlez le Coran, la Bible ou la Torah, vous risquez de la prison. Et donc ça induit, encore une fois, une inégalité entre les citoyens, ça rétablit une mentalité théocratique au lieu de rétablir la démocratie. Et ceux qui en parlent le mieux et qui savent à quel point c'est dangereux, c'est évidemment Charlie Hebdo qui s'en est ému. C'est Richard Malka, cette semaine, dans une tribune dans Le Monde, avocat évidemment de Charlie Hebdo, avocat de cette liberté d'expression, et qui dit clairement que pénaliser l'acte de brûler des Corans, c'est s'engager sur une voie
répréhensible. C'est une pente extraordinairement dangereuse, extraordinairement arriérée, en fait. C'est un retour en arrière terrible que l'on doit peut-être à des provocateurs dont certains sont d'extrême droite, mais qui marchent sur les tombes de liberté chèrement défendues, chèrement conquises par des dessinateurs, par des esprits libres qui, eux, n'ont rien brûlé et se sont contentés de vouloir dessiner pour maintenir la liberté. Et cette liberté, encore une fois, avait été conquise après l'affaire des caricatures, a été conquise par le sang et par leur mort, et on vient de la perdre, en tout cas au Danemark, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant et qui raconte bien les confusions de l'époque. Je crois que Charlie Hebdo a d'ailleurs lancé un appel aujourd'hui. Le voici cet appel sur le sujet. On comprend évidemment la sensibilité pas seulement de Charlie Hebdo, d'ailleurs, sur ce sujet sur lequel vous nous aidez à réfléchir. Qui veut réagir? Une interrogation, une réflexion? Ça vous étonnera pas, mais j'ai une position plus nuancée que celle de Caroline, sur laquelle point de désaccord. Moi, je trouve d'abord absolument détestable de brûler un livre, qui plus est un livre que des millions de gens considèrent comme saint, que ce soit le Coran, la Torah ou le Nouveau Testament. Si demain des gens s'amusaient à brûler des Torahs dans une synagogue, je serais épouvanté comme je suis épouvanté par des imbéciles qui mettent le feu ou qui profanent avec du jambon. Moi, je mange du jambon et j'aime plutôt ça, mais jamais je mettrais un morceau de porc dans un Coran. Ce sont des provocations détestables. Et il faut les faire cesser, ces provocations. Voilà. Parce que ces provocations sont dangereuses. Plus qu'un blasphème, ce qu'on observe là, ce sont des troubles à l'ordre public absolument assumés et parfois même, Caroline l'a rappelé, absolument manipulés par des puissances ennemies ou en tout cas hostiles. Donc, oui, bien sûr qu'on a un problème avec cette question du blasphème et je suis tout à fait contre l'interdiction du blasphème. Mais là, en l'occurrence, il faut faire cesser ces provocations. Et on ne peut pas supporter, enfin moi personnellement, et pourtant attaché aux libertés, et y compris au droit de raconter des conneries sur les religions des uns et des autres, pardonnez-moi le mot, ce dont je ne me prive pas. Mais là, en l'occurrence, non. Caroline. Jean-Dominique, je ne sais pas si c'est une question d'être plus nuancé, je pense que c'est juste être un peu plus autoritaire dans la réponse à ces provocations. Encore une fois, moi je ne brûlerai jamais un livre, j'ai trop en mémoire ce que c'est que de brûler des livres pour pouvoir aimer le fait de voir brûler un livre. Et comme je le rappelais, j'ai plutôt contribué à dissuader des gens de le faire. Bien. Et mettre des tranches de jambon dedans, pareil, parce que là pour le coup on est dans clairement un message haineux, mais par exemple, un homosexuel qui aurait été persécuté par sa famille au nom du Coran parce qu'homosexuel, le jour où il brûle un livre, parce qu'on lui a fait du mal, vous ne pouvez pas dire que c'est de la haine. Donc, encore une fois, l'intention, c'est là où la nuance est importante. Ça dépend quand même beaucoup du contexte, de ce qu'on fait. Est-ce que c'est le Coran ou ses parents qui le doit détester? Et pour le coup, oui, mais... Voilà. Pardon, les livres sacrés ont brûlé beaucoup de gens. Les livres sacrés ont brûlé beaucoup de gens, donc c'est quand même terrible de considérer qu'il est plus grave de brûler un livre sacré que d'autres livres. Si on veut interdire le fait de brûler tous les livres, on peut l'entendre. Si on veut régler ces questions par tout simplement ce que vous avez dit, empêcher le trouble à l'ordre public ou l'incitation à la haine. Je ne suis pas juge de paix, mais peut-être que la notion de trouble à l'ordre public permet de mettre un terme à ces actes imbéciles, comme vous l'avez dit. Pierre ? Oui, je rejoins notre juge de paix ce soir. Par ailleurs, mettre le doigt dans les interdictions, surtout quand on voit le libellé, c'est-à-dire utilisation inappropriée, c'est le terme inapproprié. Mais je veux dire, c'est absolument consternant. C'est une porte ouverte à n'importe quelle interprétation sur le fait que les uns et les autres vont trouver inappropriée telle ou telle chose, telle œuvre d'art, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il y a une dimension de maîtrise de l'ordre public. Il y a aussi, là, j'ai été tout à fait éclairé par ce que vous avez dit, parce que j'ignorais tout à fait cette façon d'essayer de manipuler avec des jeux à plusieurs bandes qui concernent des questions de géopolitique et d'alliance. Ça, c'est extrêmement intéressant, et donc il faut là-dessus mettre les pieds dans le plat, l'expliquer. Et surtout, quel que soit, je partage le même dégoût de ce type de pratique, etc., mais surtout pas rentrer dans ce que les adversaires attendent, à savoir, justement, dire c'est du blasphème, on va commencer à mettre le doigt dedans. Si on met le doigt dans ce type d'interdiction,
on est cuit. Donc il faut être carré sur ce que vous avez dit, la façon de le dénoncer, dire que ça, c'est tout à fait écœurant. Quand il y a des troubles à l'ordre public, quand il y a des manipulations politiques, quand l'extrême droite essaie de s'en saisir, il faut absolument le dénoncer, mais surtout pas rentrer dans ce truc-là où on va se faire avaler, parce que ça sera jamais suffisant et on va l'étendre à tout. Et c'est là. Et justement, dans le combat que Poutine, Xi Jinping et d'autres nous incitent à faire, attention à être très très vigilant sur ces affaires-là. Personne n'est obligé de réagir. Est-ce que vous souhaitez dire un mot, Sylvie Daphné, le mot de la fin, Caroline? On va suivre le vote du Parlement danois sur cette loi et les débats qu'il va y avoir à cette occasion. Oui, et encore une fois, vous voyez dans quel étau on est pris, parce que légiférer sous le coup de la menace des islamistes et d'une manipulation d'extrême droite pour arriver à un recul dans nos principes, alors qu'on pouvait interdire la provocation par d'autres biais, c'est là où il faut être plus malin que nos adversaires. Il faut toujours être plus malin que nos adversaires. Merci Caroline, et à mardi prochain. Merci beaucoup Pierre, Jean-Dominique, Daphné et Sylvie d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris. Nous rejoignent Abnous Chalbani pour l'international, Ruth Elkrief pour la politique et François Langlais.